Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bon début de semaine. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour participer à l'émission, posez des questions aux invités, nous faites part de vos commentaires. Le numéro de téléphone habituel, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous appelez de partout ailleurs dans le monde, notamment de Lubumbashi, de Kinshasa, de Los Angeles, de Édimbourg, où nous comptons quelques amis, on le sait, de Montréal ou encore de Port-au-Prince, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Dans le grand débat aujourd'hui, la Côte d'Ivoire face aux ravages de la cybercriminalité. Comment mettre un terme au phénomène des brouteurs, ces nouveaux malfaiteurs du net, pour combattre la sinistre réputation de la ville d'Abidjan, désormais considérée comme l'une des capitales de la cybercriminalité dans le monde. Les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de lutte contre ce phénomène porté par le développement des nouvelles technologies de la communication. Si la combinaison des moyens policiers, technologiques et judiciaires permettent désormais de démasquer et de sanctionner les brouteurs, reste à savoir si ces moyens sont en mesure de dissuader durablement ceux pour qui Internet est devenu l'outil du crime parfait, une véritable zone de non-droit. Détails et explications dans ce grand débat. Débatteur polémiste invité, Philippe Kouan. Bonsoir Philippe. Philippe Kouan, journaliste, directeur de Diaspo TV, on vous a pas entendu. Bonsoir Francis Laloupo. Et aux auditeurs aussi, bien entendu. L'émission est réalisée par Jérémy Djibis Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le Grand Débat, c'est également sur facebook.com/Le Grand Débat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints. Nive Umbola, Romina Elenga, Nkaba Meshak, Kim Pavita, Alexandre César et bien sûr tous les autres. Bienvenue dans la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/Le Grand Débat. Tout de suite, comme de tradition, voici l'info perso du débatteur. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. En l'occurrence, Philippe Kouan qui va nous livrer donc son coup de cœur, son info perso. J'ai deux infos perso. Tout à l'heure, je parcourais notre confrère Jeune Afrique. Et ça, c'est de la pub gratuite, là. Bon. C'est pas grave. Okay. Allez-y. Donc, je reprends. C'est de l'info. Allez-y. Nous sommes en direct. On peut pas effacer. Okay. Donc, il y a notre confrère François qui disait qui parle de la fatwa de Kampala. Notre confrère François, c'est qui François? François Soudan. Ah ben, dites-le. Tout le monde ne connaît pas François. Comme tu parles de la pub, je voulais éviter. Bref, et donc il parlait de la fatwa de Kampala, je lis. Un chef d'État organisé, Yoweri Museveni, a voulu que cela se fasse devant témoins. Lundi 24 février, le président ougandais a donc convoqué à sa résidence d'Entebbe ses ministres, les médias, une demi-douzaine de pasteurs et une poignée de scientifiques dont les travaux présentent l'avantage de certifier que l'homosexualité n'a pas d'origine génétique. Ce qui rend responsable, donc coupable, celles et ceux qui partagent cette orientation. Évidemment. De sa plus belle plume de chef d'État, il a alors paraphé la calamiteuse loi anti-gay votée depuis des semaines par le Parlement de Kampala. Applaudissements, toasts et effets médias. Dès le lendemain, un tabloïd à grand tirage livrait à la vindicte populaire la liste des 200 homosexuels les plus connus d'Ouganda. Bilan, une vague de lynchage. Oui. Jusque-là, je suis notre confrère. Mais là où je ne vais plus le suivre, c'est lorsqu'il dit, tout comme Robert Mugabe, Goodluck, Jonathan et quelques autres présidents ouvertement homophobes, Museveni sait pertinemment ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Au pouvoir depuis 28 ans, désireux de remplir en 2016, mais contesté en interne, l'autocrate ougandais joue sur ce type de loi populiste pour distraire son opinion et sur l'indignation extérieure qu'elle suscite pour provoquer autour de sa personne un prurit d'identité nationale, laquelle serait menacée par les antivaleurs occidentales. Bon, alors... Fin des citations. Dites-nous alors, votre commentaire. Mon problème dans ce papier, c'est que effectivement, Museveni a condamné, en tout cas, on va dire l'homosexualité. Mais c'est une loi nationale, c'est une loi ougandaise. Moi, là où je ne comprends pas notre confrère, c'est lorsqu'il fait un mélange du genre, lorsqu'il pense que en votant cette loi-là,
c'est pour distraire l'opinion nationale ougandaise. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de politique nationale. Pour moi, cela fait partie de la défense des valeurs. Des valeurs. Ici en Occident, on a des valeurs. En Afrique aussi, on a aussi nos valeurs. Moi, je pense qu'on aurait pu peut-être nous atteler sur la défense de ces valeurs-là et comment parvenir à les remédier. Mais que de dire, c'est parce que le président ougandais veut se maintenir au pouvoir et qu'il signe ou bien met au Parlement une telle loi populiste. Pour moi, c'est fait un faux procès au président ougandais. Voilà. Je pensais que vous alliez aussi manifester votre indignation de voir un chef d'État livré à la vindicte populaire et au lynchage public des individus, de ses concitoyens. Je m'attendais un peu à ça, mais vous l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous avez préféré vous appesantir sur le confrère. C'est votre droit, c'est votre info perso, mon cher Philippe Kouan. Tout de suite, le débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. Les ravages de la criminalité, plus de 3 milliards de francs CFA, soit plus de 4,5 millions d'euros. Pardon, c'est selon la police scientifique ivoirienne le montant total des préjudices financiers causés par la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, rien que pour l'année 2012. Témoignage récent d'un Ivoirien après un séjour à Abidjan, je cite, « Impossible de faire un achat par Internet à Abidjan. Tu as une chance sur 10 de te faire pirater ta carte bancaire. » Fin de citation. Alors, dans le cadre d'un programme de lutte contre la cybercriminalité, les premières assises de la sécurité informatique se sont tenues dans la capitale ivoirienne. C'était en novembre dernier. Et le Parlement ivoirien a adopté une législation lourde pour sanctionner les cybercriminels. Mais la mobilisation des pouvoirs publics suffira-t-elle à décourager les brouteurs? Réponse avec notre invité qui est avec nous au téléphone depuis Abidjan, Monsieur Magloire Danet, président de la Fondation Génétique et président du comité d'organisation du concours national génétique Startup 2013-2014. Il est le fondateur de Africa e-Police. Magloire Danet, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, selon Biaka Zasseli, qui est professeur titulaire à l'université de Cocody, la Côte d'Ivoire totalise aujourd'hui 17% des actes de cybercriminalité. Alors, après le Nigeria, qui a longtemps détenu la palme de cette cybercriminalité, c'est donc Abidjan qui est devenu, comme on dit, la plateforme des arnaques sur Internet. Alors, Magloire Danet, comment et sur quelle période s'est opéré ce glissement, je dirais, du Nigeria vers la Côte d'Ivoire, de Lagos ou d'Abuja, plutôt Lagos d'ailleurs, vers Abidjan? Oui, vous savez, ça se situe essentiellement au niveau où la répression a quand même connu un grand effort au niveau du Nigeria. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une grande répression sur ces actions-là. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il y a eu de la mutation vers chez nous. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Alors, il faut dire qu'on n'a plus affaire seulement aux petits brouteurs de quartier, puisque on dit que ces cybercriminels s'organisent désormais en mafia. Et les autorités policières ont même évoqué la nécessité de créer, je cite, un quartier général pour porter atteinte aux réseaux internationaux. Est-ce que la seule réponse de la police ivoirienne aujourd'hui est suffisante face à ce problème qui déborde manifestement les frontières de la Côte d'Ivoire? Oui, moi je dirais que c'est déjà ça, parce que c'est ce que nous recherchons. Moi, je félicite déjà l'État ivoirien pour cette grande répression et pour cette présence active dans la lutte contre ce fléau-là. C'est déjà bon, mais vous savez, en matière de lutte contre toute criminalité, c'est nécessaire la solidarité avec tout citoyen. C'est-à-dire que chacun doit y contribuer. C'est-à-dire que c'est le rôle du gardien de l'État de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ont besoin du concours de tout le monde, en fait. Je veux dire. Sinon, déjà, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Vous allez voir, dans peu de temps, ça va diminuer, en fait. Il faut dire que cette mobilisation, des pouvoirs publics s'est manifestée surtout après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Est-ce que jusqu'à présent, on peut dire que les autorités ivoiriennes ont sous-estimé le phénomène? Bon, vous savez, c'est un phénomène nouveau. D'abord, l'Internet est un moyen de communication qui est... Enfin, si on veut classer tout moyen de communication, l'Internet est un moyen de communication qui est nouveau par rapport aux autres moyens qui existaient. Déjà, je veux parler du téléphone, de la télévision et autres. C'est ça. Donc, c'est clair que tout fléau qui est favorisé par les systèmes d'information rattachés à Internet, à l'ordinateur, soit un fléau aussi nouveau.
Donc c'est clair que ils n'ont pas négligé, mais ça veut dire que c'est quand quelque chose de nouveau, tout le monde cherche. Enfin, on cherche un modèle, un modèle pour aller. Et rechercher un modèle, c'est pas chose facile. Bien sûr. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont sous-estimé. Je pense que les autorités ivoiriennes, comme toute autorité aurait pu faire. Donc, je pense que c'est normal, quoi. C'est un phénomène nouveau. Donc, pour trouver des moyens nouveaux pour aller contre ces gens de fléaux, là, c'est pas évident. Et là, je vous dis que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que le président ougandais a fait ci, a fait ça. On ne peut pas agir dans un pays s'il n'y a pas de législation claire. Et d'abord, le projet de loi a été adopté il n'y a même pas longtemps. Donc, il fallait d'abord trouver un cadre juridique, légal. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est un fléau nouveau, c'est normal. Alors justement, parlons des moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène. Il y a cette plateforme, je cite, ça s'appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC, dirigée par Monsieur Stéphane Conan, qui collabore d'ailleurs avec son homologue français, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux techniques de l'information et de la communication. Voilà. Est-ce que cette nouvelle plateforme est une réponse aujourd'hui plus adaptée à la lutte contre les arnaques sur Internet? Oui, au fait, si vous voulez, bon, moi, j'ai toujours dit, dans tous les plateaux où je passe, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas limiter le problème de cybercriminalité seulement aux brouteurs, aux arnaques. Oui. Vous savez, ça répond en partie à un problème. Ça répond en partie au problème d'arnaque. Mais il va falloir maintenant essayer de faire de la sensibilisation, comme ils ont déjà commencé à le faire. C'est important parce que même la plateforme dont vous parlez, il y en a qui connaissent même pas qu'il y a une plateforme, qui savent pas qu'il y a une plateforme qui existe. Donc il faut essayer de rallonger. Il faut essayer de relayer l'information qu'il y a une plateforme qui existe pour que ça puisse freiner, ça puisse réduire un peu le taux d'arnaque. Mais je veux dire que c'est une partie des problèmes qu'il faut. Ça règle le problème en partie, mais c'est déjà ça. C'est bienvenu. Vous savez, en matière de système d'information, en informatique, vous savez, un système qui est protégé techniquement, qui est crypté à 100% est quasi inutilisable. Je m'explique. Allez-y. Vous protégez les données d'une administration, par exemple. Oui. Vous serez obligé de partager, par exemple, les codes d'accès, les codes secrets à certains employés. Mais donc, ça dit que ce n'est plus protégé à 100% à partir du moment où il y a plus de 2 personnes ou plus d'une personne qui connaît déjà un peu le code secret. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé fortement, c'est la sensibilisation. Bien sûr. Pour pouvoir éveiller le bon sens de tout un chacun, quoi. On verra d'ailleurs si les campagnes de sensibilisation, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, sont aujourd'hui adaptées ou en tout cas apportent une réponse suffisante face à ce phénomène. Alors, juste un mot avant de continuer, avant d'aller plus loin dans la lutte contre le phénomène, les moyens qui sont mis en place en Côte d'Ivoire. Dites-nous rapidement, Magloire Danet, vous êtes fondateur de Africa e-Police. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Africa e-Police, vous savez, c'est une police virtuelle. Ça veut dire électronique. C'est-à-dire tout ce qui est virtuel, en fait. Vous savez, Africa e-Police est créé pratiquement depuis 2006. Oui. Parce que nous, en tant que cadre ivoirien et africain spécialisé dans tout ce qui est système d'information, nous sommes regroupés parce que on a vu la chose venir de loin. Donc on a essayé de mettre en place une plateforme pour pouvoir sensibiliser afin de pouvoir réduire quand même tout ce qui est fraude, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est forfait sur les grands systèmes Internet. Donc voilà, c'est une structure qui a été créée par les jeunes Ivoiriens et africains pour pouvoir combattre le fléau de la cybercriminalité. Juste pour savoir, qui est malheureusement réduit aujourd'hui à un simple phénomène d'arnaque qui nous consterne un peu. D'accord. Alors, juste, Magloire Danet, d'un mot, parce que je veux bien comprendre. Vous avez une formation policière, vous Vous êtes pas policier, non? C'est l'amalgame oui, du tout, parce que moi, je suis ingénieur de télécommunications. Dans ma formation, je suis ingénieur de télécommunications. D'accord. Vous mettez votre formation au service, je dirais, de cette lutte contre la cybercriminalité. On le comprend bien. Restez avec nous, on va marquer une pause. C'est pour la publicité, ne partez pas. Nous revenons dans 2 minutes pour la suite de ce grand débat. Restez avec nous. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Suite du grand débat de l'actualité internationale sur la radio africaine avec nos invités. Notre invité depuis Abidjan, Magloire Danet, ingénieur, président de la Fondation Génétique et président du comité d'organisation du concours national génétique Startup, fondateur de Africa e-Police. Et notre débatteur polémiste invité, Philippe Couron, journaliste, directeur de Diaspo TV,
Et nos amis sur facebook.com/le grand débat, une question de... non, un commentaire d'ailleurs de Atapointé Zaparo de Paix qui nous dit: je suis en Côte d'Ivoire, mais je ne crois pas que la sensibilisation porte ses fruits. Nous constatons le phénomène en pleine croissance et cela malgré les efforts des gouvernants. En posant la question tout à l'heure à notre invité Magloire Danet. Mais un premier commentaire de Philippe Couron qui est très impatient depuis tout à l'heure. Il me fait des grands signes. Vous me déconcentrez d'ailleurs. Hein. Non, mais ça va. Moi, en fait, je voulais revenir sur la fondation de M. Magloire. Génétique, c'est une fondation. Et lui-même, comme il vient de le dire, c'est un ingénieur. Oui. Donc, c'est pas de la police. D'abord, on va avoir un problème de conflit de compétences. Les policiers qui vont se voir, en tout cas, voler la vedette par ce groupe-là qui va, enfin, qui se veut celui-là ou ceux-là qui veulent traquer les brouteurs. Ça, c'est un. De deux, est-ce que ce phénomène n'est pas quelque part l'effet ou les effets collatéraux, on va dire, de la mondialisation et pourquoi pas d'une économie émergente et qui pourrait s'appuyer sur le développement des NTIC? Bon, on va poser la question à Magloire Danet. Est-ce que vous travaillez en synergie avec la police quand même? Oh oui, vous savez, la police, c'est l'État. Hein. On ne peut pas travailler dans un pays, on travaille en de bonne intelligence et nous, on n'a aucune compétence de traquer les brouteurs. Nous, on sensibilise, en fait. On travaille un peu comme un contrôleur d'aviation. Lui, il est assis à la tour, il dit, bon, voici les conditions météorologiques. Si l'avion, si l'appareil, si ça répond aux caractéristiques de l'appareil, il décolle. Nous, on n'a rien à voir avec les brouteurs. On sensibilise un peu les utilisateurs, c'est tout. Hein. On n'a pas... Chacun a son travail. Non, mais, une fois que vous avez traqué les brouteurs et que vous en avez repéré, vous faites des fiches à la police. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous les signalez à la police? Nous, on dénonce pas du tout. C'est pas notre travail. Notre mission, c'est de sensibiliser la population. Les Africains, c'est même pas la Côte d'Ivoire. Africa Police, vous avez bien entendu, la racine, c'est Africa. C'est le continent entier. Notre mission va au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous, en fait, nous identifions clairement un peu des problèmes qui peuvent arriver ou bien des prétextes que les brouteurs pourraient utiliser. Donc, nous, on sensibilise. Les bonnes oreilles dans lesquelles ça tombe et ça arrive à échapper, c'est tout. Vous savez, le problème, c'est quoi? La cybercriminalité, c'est-à-dire l'arnaque sur Internet, vous savez, derrière un grand événement, derrière tout événement se cache, par exemple, c'est-à-dire des prétextes cybercriminels. Donc, on ne peut pas prévoir du tout. Donc, nous, c'est un peu comme un laboratoire de simulation de crimes pour pouvoir sensibiliser les utilisateurs, c'est tout. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conflit, comme disait notre ami Philippe Couron, entre vous qui êtes les techniciens, les ingénieurs? Aucun conflit. On n'a aucun conflit avec la police. Pourquoi? Non, mais justement, jamais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des unités de police qui sont spécialisées dans pour ce genre de phénomène? Est-ce que les policiers sont davantage formés aux nouvelles technologies? Il y a outillé des policiers qui sont il y a un groupe de policiers où il y a des ingénieurs informaticiens, des gens très intelligents et qui arrivent à faire la répression. Donc, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est très avancé. Hein, J'en doute pas. Voilà. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Alors, Magloire Danet, allons plus loin dans le sujet. En 2012, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, la PLCC, a reçu de la population 1846 mails d'alerte et a enregistré 692 plaintes, me dit-on. Plaintes venant de Côte d'Ivoire, de la France ou encore de Belgique ou du Canada. Alors la majeure partie de ces plaintes, environ 40%, portent sur ce qu'on appelle des arnaques au sentiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ces arnaques au sentiment? Comment les victimes sont-elles piégées? Oui, mais vous savez, c'est simple. Hein. Il y a trop de dissipation d'identité. Quand quelqu'un parle, par exemple, sa vie sur Facebook ou sur ou compagnie, donc c'est clair que les jeunes qui sont des internautes, bien entendu, ça pourrait être brutal, il faut utiliser Internet ou il faut avoir un téléphone portable. Bon, quand quelqu'un est allé toute sa vie, on connaît plus ou moins un peu ce qu'il vit, on connaît sa situation et tout, donc on peut préparer quelque chose pour essayer de combler son besoin. On lui présente quelque chose de fictif et puis il tombe là-dedans. Ça c'est clair, c'est pas. Et là, si vous recherchez par exemple une femme, parce qu'il y en a, il faut faire la différence en fait. Oui. Il y en a qui vont sur des réseaux sociaux qui sont uniquement ce qu'on appelle les sites de rencontres. Ils vont là-dessus, donc on leur présente des photos, ils tombent sur ces photos, bon voilà, il y a des stratégies que les gens ils utilisent pour les avoir. D'ailleurs, Magloire, je vais raconter une histoire d'ailleurs, que maintenant qui est plutôt bien connue, histoire emblématique s'il en est. En 2012, un jeune breton prénommé Gauthier s'est donné la
mort à l'âge de 18 ans, après avoir été piégé par une prétendue jeune fille. Alors, au fil de leur conversation, le jeune homme avait fini par accepter de se dévêtir. Le problème, c'est que, voilà, de l'autre côté de la caméra, ce n'était pas une jeune fille qui le regardait, mais un brouteur, et qui ensuite a menacé Gauthier de diffuser l'enregistrement s'il ne lui versait pas de l'argent régulièrement. Et l'arnaqueur a poussé le jeune homme à bout, quoi, en disant, voilà, si j'ai une vidéo porno de toi, si tu ne me donnes pas 200 €, je vais détruire ta vie. Bon, résultat, le jeune Français s'est pendu à son domicile. Oui. Alors, restez avec nous, on va écouter un auditeur, Pascal, qui voulait intervenir. Pascal, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour à tous les intervenants et surtout à vous, monsieur Laloupo. Merci. Moi, je voulais juste faire en fait une remarque et puis poser 3 questions. Ma remarque, c'est que je me dis, s'il y a ces arnaques informatiques, c'est que au moins dans les pays où ça se passe, les jeunes ont accès à l'ordinateur. C'est déjà une bonne chose. Oui. Et l'arnaque, c'est un crime, donc ça c'est une mauvaise chose. Mais le but des autorités politiques, c'est d'essayer de voir comment fonctionne leur société pour aider les gens, aider les citoyens. Est-ce que, bon, malheureusement le monsieur que vous avez invité, lui c'est un privé, mais s'il y avait des membres de la police ou des institutions publiques, est-ce qu'ils essayent, au-delà de sensibiliser ces jeunes gens, d'utiliser aussi ces compétences pour que ces jeunes gens avancent sur le plan économique dans leur propre vie, mais aussi se mettent au service d'entreprises ou d'organismes d'État. Ici, en Occident, on utilise des hackers, même pour la sécurité informatique des banques ou d'autres entreprises. C'est ça. L'armée peut aussi s'intéresser. C'est quand même une des dimensions de la défense, surtout dans un continent comme le nôtre, qui semble laisser aux autres d'assurer sa sécurité. Bien sûr. C'est plus qu'une suggestion d'ailleurs. Ouais, c'est une piste de réflexion. Il peut y avoir arnaque au sentiment. Bon, ça a toujours existé. Et on utilise simplement maintenant une technologie mais ça montre quand même, les sociologues peuvent s'intéresser à toutes ces questions, mais aussi des techniciens pour essayer de repérer des jeunes gens qui pourraient avoir une autre relation à la technologie, une relation plus constructive à la technologie, et pas seulement à leur niveau, mais au niveau aussi de la communauté, de chacune des nations. On comprend très bien, hein, Pascal. Peut-être qu'il faut évidemment mutualiser les efforts, à la fois des politiques, des sociologues, comme vous dites, et des éducateurs également, et bien sûr de la police. Vous dites même pourquoi pas l'armée et pourquoi pas quelques jeunes génies, évidemment, qui peuvent apporter leur talent au service de cette lutte contre la cybercriminalité. Philippe Courant. Surtout que ces jeunes qui errent dans les cybercafés en Afrique, c'est généralement des jeunes surdoués, très intelligents, qui, après un cursus scolaire bien rempli, n'ont pas d'emploi. Donc, ils sont obligés de rester au quartier. Et comme ils n'ont rien à faire, ils sont dans les cybercafés. Moi, je pense que on touche là encore à un problème de manque d'emploi et de chômage en Afrique. Bien sûr. Voilà. Oui, évidemment, il y a les causes, la cause profonde, évidemment, de tout cela. Alors, on va marquer à nouveau une pause, mon cher Magloire Danet, restez avec nous. Et ensuite, juste après la pub, on écoutera un brouteur repenti qui nous appelle, qui connaît bien le milieu, qui nous dira d'ailleurs comment fonctionne donc ce milieu. Il dit d'ailleurs que les brouteurs les plus dangereux ne sont pas les petits jeunes, mais les mafieux, dit-il. Et évidemment, il donne l'exemple de ceux qui opèrent au Nigeria. Il nous parlera de tout ça. Il s'appelle Clément. Clément, reste avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner en tant que ancien brouteur repenti en tout cas. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. Et notre invité au téléphone depuis Abidjan, Magloire Danet, ingénieur, fondateur d'Africa e-Police. Il est président de la Fondation Génétique et président du comité d'organisation du concours national génétique Startup 2013-2014. Avec nous parlons des ravages de la cybercriminalité. Et il faut bien préciser, mon cher Philippe Couon, vous qui êtes notre débatteur polémiste et invité, que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait un focus sur la Côte d'Ivoire, mais c'est un phénomène international, c'est un phénomène mondial aujourd'hui avec le développement d'Internet, des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Mais bien sûr, pour qu'on parle de brouteur, le mot brouteur n'existe pas en France, ni au Nigeria, ni au Cameroun. Au Cameroun, on parle de féman. À Paris, en France, ici, on parle des pirates. En Allemagne, ils ont une appellation. Donc, c'est selon là où on se trouve. Et moi, je dis, on met plus l'accent sur les Ivoiriens ou bien peut-être sur les Africains parce qu'on n'est pas discret en Afrique généralement. Mais sinon, honnêtement, dites-moi. Il faut dire que les brouteurs font la fête parfois carrément, sur Internet, voilà. En célébrant leur million. Le phénomène du coupé-décalé vient de là. Dites-nous, c'est quoi? Parce que coupé-décalé, on sait plutôt que c'est une danse, quoi, c'est ça? Oui, mais on dit coupé, puis décalé. C'est-à-dire? C'est-à-dire,
anarquer et puis partir. Avec de D'accord. l'argent, voilà. D'accord. Et puis décaler. D'accord. Voilà. Très très bien. Alors, premier bilan, hein, Magloire Danet, premier bilan de la PLCC, cette plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Premier bilan en 2012, 69 arrestations suite à des enquêtes menées auprès des fournisseurs d'accès Internet, des sociétés de transfert d'argent ou encore des opérateurs de téléphonie mobile. 51 personnes sur les 69 ont été déférées au parquet ivoirien. Ça, c'est donc pour le bilan. Est-ce que ce bilan est à la hauteur des enjeux? Ah oui, je pense, vous savez, déjà, si l'État ivoirien arrive à transférer des gens en prison, en faisant, parce qu'ils ont utilisé des lois voisines, parce que à l'époque, les lois n'existaient pas encore. Donc, s'ils ont réussi à utiliser des lois voisines et tout ça pour envoyer, ou faire de la répression, moi j'appelle ça la répression, c'est déjà bon. Oui. Vous savez, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est qu'en matière de... En fait, même là, il faut bien comprendre le fond de la cybercriminalité déjà. C'est très important. Vous savez, la cybercriminalité, c'est les crimes qui sont perpétrés à l'aide des moyens de communication, c'est-à-dire les relations technologiques de la communication. Ça, c'est bien ce qu'on a compris, oui, bien sûr. Ou bien les infractions qui sont commises sur tout ce qui est système d'information. C'est ça. Ça, c'est très important. Même les arnaques que vous voyez là, les gens peuvent, en dehors même d'utiliser les moyens électroniques, c'est-à-dire l'Internet, les téléphones, on peut même envoyer des lettres par courrier postal, des lettres anonymes pour arnaquer quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il faut de la vigilance. Ça, c'est très important. Moi, j'ai eu une victime française. Elle m'a eu au téléphone. Elle m'a dit, monsieur, j'ai eu des problèmes. Je suis allé à la gendarmerie française, me plaindre. Ils se sont moqués de moi. Oui. C'est parce qu'on se dit, écoutez, vous n'avez pas été vigilant. Comment vous pouvez penser qu'on peut créer de l'argent aussi facilement? Donc, ne prenez pas le problème simplement sur ce volet. C'est-à-dire, l'État ivoirien fait des efforts déjà. Bon, nous, on a sensibilisé. On a interpellé l'État. L'État est en train de faire de la répression. L'État est en train de trouver des moyens pour combattre ce fléau. Et nous-mêmes, nous avons aussi l'État derrière en créant de la scène émulation dans les universités. C'est très important déjà. Moi, je pense que c'est bon déjà, la répression qu'ils ont faite, vraiment sans cadre juridique formel. Je pense que c'est déjà ça. C'est bon. Oui. Alors, à mon avis, c'est bon. Il y a aussi, je dirais, une explication sociologique de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je cite à nouveau Biaka Zasseli, professeur titulaire à l'université de Cocody, qui dit ceci, il y a une relation entre la cybercriminalité et le comportement déviant de notre jeunesse. La cybercriminalité va de pair avec la délinquance sexuelle, l'abus d'alcool, l'exhibitionnisme sexuel. Fin de citation. Alors, pour lui, le phénomène des brouteurs, voilà, c'est aussi le reflet d'une société qui est un peu en perte de repères, des jeunes qui considèrent qu'évidemment, la valeur aujourd'hui centrale de la société, c'est l'enrichissement facile et rapide. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication sociologique? Oui, la raison, le professeur, l'auteur de cet ouvrage, il a bel et bien raison, même ici, on va plus loin. Ici, le brouteur dont vous parlez, moi, j'aime pas trop utiliser cette histoire en fait, brouteur et consort. C'est-à-dire que ceux dont vous parlez, ces arnaqueurs dont vous parlez là, ils allient ici la sorcellerie et Internet. Ah bon? Ils ont des... Oui, bien sûr. Ça va au-delà du problème sociologique, ça va même dans le mysticisme. Ils ont des marabouts, ils font plein de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose... vraiment, il y a une partie sociologique, il y a une partie même psychologue dans l'affaire. Vous voyez, c'est pas un combat à mener seul. Donc, on demande toujours à l'État de considérer le partenariat privé et public et de considérer également... la cellule familiale et tout. Donc, nous allons y arriver, mais je pense que les efforts sont bien faits quand même, en fait. Ah oui, là, vous nous apportez une information quand même qui ne semble pas surprendre Philippe Couon. D'ailleurs, il faut dire Philippe Couon est ivoirien, donc voilà, il sait beaucoup mieux que moi, évidemment, ce qui se passe dans la société ivoirienne. Le lien entre sorcellerie et arnaque, cyber-arnaque. Oui, mais justement, quand vous voulez vous faire de l'argent facile, vous partez consulter. J'ai l'exemple d'un père de famille qui vient de perdre sa fille à Abidjan. Sa fille soit avec un brouteur. Oui. Et ce brouteur allait jusqu'au Nigeria pour consulter. Et son marabout lui a dit, bon, tu tues ta copine, ta compagne, et tu nous apportes telle partie de son organe, et puis bon, tu as plus de chances de réussir dans ce nouveau métier que tu as. D'accord. Et il a exécuté, aujourd'hui l'affaire est décédée, perd son âme. Bon, voilà ce qui arrive aussi, effectivement. Il faut dire qu'on connaissait ça même on connaissait ça avant Internet aussi, cette association, malheureusement. Magloire Danet? Oui, allez-y. Oui. En fait, cher monsieur, je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes journaliste africain, je suis sûr. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est très complexe, en fait. Il est complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que moi, en ma qualité de technicien, et je suis tout en Occident, je suis à
à mon 98e voyage, je suis déjà parcouru plus de 41 pays pour voir. Vous savez, quand vous dites devant un partenaire ou un ami ou un collègue occidental, enfin européen, vous dites que les jeunes vont jusqu'à faire de la sorcellerie, c'est pas croyable en fait, ça fait honte. Ça fait honte. C'est pour ça que nous battons pour pouvoir freiner ce phénomène. Et moi, je vous dis, la clé de la chose, c'est la sensibilisation avec beaucoup de pédagogie. Et ça, c'est très important. La sensibilisation avec vraiment un message geste, un message vraiment pédagogique. Parce que vous savez, l'Internet, il y a dans les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, oui. Il y a un objectif du millénaire pour le développement, c'est-à-dire pour du millénaire, enfin, un objectif pour le développement dont les types favorisent le rapprochement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent même plus utiliser Internet sous prétexte qu'il y a des arnaqueurs, alors que c'est pas bon. Bien Donc sûr. nous travaillons sur vraiment le contenu du message à véhiculer et nous sensibilisons également tous ceux qui sont les fournisseurs d'accès à Internet. Parce que c'est eux qui doivent sécuriser au mieux les clients. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure trouver un modèle correct qui va arriver au mieux à réduire la chose. Ça, c'est très important. Et même, vous savez, le gros danger même de la chose, la cybercriminalité, je dirais même que ce qui fait peur, c'est des attaques sur des grands systèmes d'information, des grands systèmes bancaires. Mais aujourd'hui, avec le phénomène des brouteurs, c'est-à-dire, on oublie complètement cette facette. Alors que c'est cette facette-là qui nous intéresse, nous, en tant que techniciens. Ça, c'est très important. Très bien. Donc, moi, je dis, nous sommes en train de trouver des méthodes, des messages qu'il faut véhiculer, de sorte à ce que ces jeunes-là puissent être vraiment, c'est-à-dire, ils soient pris, c'est-à-dire qu'ils soient désintoxiqués. Parce que c'est un problème psychologique. C'est un problème psychologique. C'est même pas un problème d'emploi. Parce que on a tous, moi par exemple, j'ai chômé quelques mois, quand j'ai fini mon diplôme, j'ai chômé peut-être 2 ou 3 mois. Bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu? Le chômage, ça existe partout. On peut pas utiliser ça comme prétexte pour aller commettre des crimes de ce genre. Est-ce que vous voyez? Et moi, ce que je suis en train de proposer au gouvernement, à commencer par la Côte d'Ivoire, vous savez, le problème a commencé à prendre de l'ampleur. On doit même démobiliser ces jeunes-là. On doit essayer de les repérer, les démobiliser et les réinsérer. Parce qu'il le faut. Ils sont habitués à avoir de gros montants. Ça, c'est bien. En un seul clic, ils ont de gros montants. Ils sont habitués à vivre le luxe sans grands efforts. Donc, c'est comme des anciens combattants. Il faut essayer de les démobiliser, de les retrouver, de les démobiliser et de les réinsérer parce que c'est un problème maintenant pour la nation ivoirienne. Vous employez carrément un langage propre, je dirais, au conflit, à la guerre. Il faut démobiliser et réinsérer. C'est pratiquement... Vous savez, l'informatique, en fait, le monde du virtuel, c'est un monde réel, un monde qui copie sur le monde physique qui existe. Vous connaissez ce qu'on appelle une bombe logique? Vous connaissez ce qu'on appelle une bombe logique? Non. C'est un virus informatique. C'est un virus informatique. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on parle de bombe en informatique? Mais c'est parce que ça peut créer de graves problèmes. Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas de démobilisation dans le milieu des délinquants, des cybercriminels? C'est pour ça qu'on parle aussi de cyberguerre, puisque l'espace Internet est également aussi un espace de conflit. Même, il n'y a pas que... Voilà, on comprend très bien. Il y a la cyberguerre. Comme dans la vie. Restez avec nous. C'est très important. Magloire Daner, restez avec nous. Alors, je vais juste préciser que quand vous faisiez le lien tout à l'heure entre mysticisme, le recours à des pratiques mystiques et les brouteurs, ce n'est pas non plus une spécificité ivoirienne ou africaine. Les mafias de l'ancien temps, si je puis dire, avaient aussi un lien très étroit généralement avec les pratiques mystiques. On le sait très bien. Al Capone faisait toujours le signe de croix avant d'aller en guerre contre les troupes ou en tout cas les clans hostiles et adverses. Bon, on va écouter à présent le témoignage de Clément qui va nous apporter donc sa parole d'expérience, je dois dire. Clément, bonsoir. Bonsoir, monsieur Francis Laloupo. Nous vous écoutons avec plaisir. J'ai suivi tout à l'heure votre invité depuis Abidjan. Oui. Bon, il est en train de mener 8 guerres, mais la vraie guerre de brouteurs, comme on dit, Francis Laloupo, moi, je voudrais faire un peu l'historique de ce phénomène. Ça a commencé, l'ascension de broutage a commencé en Afrique avec le décès d'Abacha. Les gens vont me dire qu'est-ce que Abacha... Sani Abacha, ancien président du Nigeria. Le président du Nigeria. Abacha, c'est un gros dictateur qui a amassé beaucoup de fortune. Éparpillé partout dans les banques, en Suisse, au Luxembourg, tout ça. Donc, le vrai brouteur même, c'est un gars qui est très intelligent, qui suit souvent les actualités,
petit qu'on aime les termes techniques dans l'économie, dans la finance. Ce n'est pas un petit qui est derrière l'ordinateur pour draguer une femme, tout ça. Donc, ces gens, comme moi je veux dire, dans le broutage, souvent, il y a les dignitaires de chaque pays d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je dis? Bien sûr. Si vous allez appâter un banquier suisse, vous voyez ce que je dis? Il faut impliquer quelques dignitaires de la Banque centrale de votre pays, tout ça dans le... Sinon, vous ne pouvez pas arriver. Donc, il y a des complicités. Après la mort d'Abacha, comme tous ces banquiers, parce que le vrai broutage même, on ne peut pas chiffrer ça. La marque, combien ça coûte, on ne peut pas le chiffrer parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas se manifester, qui se sont fait avoir. Vous voyez ce que je dis? Bien sûr. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont déjà dans l'illégalité. Oui. Parce que quand on vous propose que Abacha a laissé une fortune dans telle banque, bon, il faut faire tel papier, on va faire sortir l'argent pour déposer ça dans un compte en Suisse. Oui. Déjà, vous êtes dans l'illégalité. Bien sûr. Et on vous demande d'avancer des sous, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et jusqu'à 1 million, vous n'aurez jamais les 100 millions, 200 millions promis. Jusqu'à ce que vous serez fatigué. Et en aucun cas, vous ne pouvez jamais aller voir un policier pour lui dire ça, parce que vous êtes déjà dans l'illégalité. Bien sûr. Donc, moi, quand je vois les brouteurs, donc c'est ces Ibo qui ont immigré entre-temps avec la pression. Les Ibo nigériens. La sous-région du Bénin jusqu'à en Côte d'Ivoire. Et surtout, quand vous voyez, moi, les mails, là, je les reçois. Je pense qu'il y a beaucoup qui reçoivent ces mails, des brouteurs qui vous font des propositions. Bien sûr, moi, j'en reçois aussi. Le récit. Le récit, c'est-à-dire le récit sur lequel on monte le piège. C'est ça. Vous voyez le récit, vous lisez. Vous savez que c'est un amateur. Et ce récit, c'est juste pour appâter le petit français ou bien le petit blanc qui est, je ne sais pas quoi, qui est technicien de surface ou bien je ne sais pas quoi. On ne peut pas appâter des gros morceaux avec ça. Oui. Souvenez-vous de cette affaire qui a eu lieu au Togo entre Bodona et Arba. Oui. Ouais, mais, au fond de cette histoire, c'est le broutage. Oui, oui, effectivement, oui. C'est pour ça d'ailleurs que le floc président s'est retrouvé en prison. Oui, le fond, c'est ça. Le Saoudien qui a porté plein de comme quoi il a baissé de l'argent, on lui a promis une fortune. Écoute, l'argent de Robert Gueye, oui. Oui, Robert. Donc, ce qui veut dire que chaque fois quand un dictateur chute sur le continent, c'est une occasion pour les brouteurs de se faire beaucoup d'argent. C'est pas ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire avec les jeunes qui farotent. Moi, quand je vois ça à la télé, ça me fait marrer parce que le métier n'était pas comme ça. Le métier au départ, c'est d'appâter des gros morceaux, c'est de piéger les gros morceaux et les prévenir. Et donc, il y a des coûts qui sont tellement énormes qu'il faut forcément que les quêtes du pays soient impliquées. Parce que vous ne pouvez pas convaincre un banquier suisse ou bien un banquier luxembourgeois. Oui. Déjà, il faut des documents, il faut utiliser des techniques. Clément, je comprends bien. C'est-à-dire que pour vous, au fond, les brouteurs qu'on voit à la télévision, voilà, ce sont des petits artisans, quoi. Vous avez connu plutôt les gros morceaux, vous. Des petits artisans qui bricolent, qui font 2-3 sous. Oui. Bon, ils font du mal à des gens, mais bon, leur victime peut porter plainte parce qu'ils se sont fait avoir, parce qu'on lui a promis l'amour, on l'a déshabillé. Mais les gens qui se sont fait avoir, il y a beaucoup de milliers de Français, des Américains, surtout des Suisses. Merci. Qui ne vont jamais se manifester. Merci Clément pour ce témoignage. Je vous ai laissé largement le temps de vous exprimer. En tout cas, voilà, vous montrez que les choses sont bien plus complexes, évidemment, que ce qu'on nous montre à la télévision, ou en tout cas ce qui est visible. Voilà. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Retour dans 2 minutes pour la suite et les conclusions de ce débat. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Les ravages de la criminalité, de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire notamment. Nous en parlons avec Magloire Danin, ingénieur, fondateur d'Africa e-Police, et avec Philippe Courant, journaliste, directeur de Diaspo TV, c'est notre débatteur polémiste du jour, et nos amis sur facebook.com/le grand débat. À ta pointe Zaparo de paix qui vous remercie, Philippe et Magloire Danin, qui vous remercie d'informer le monde du fait que les brouteurs utilisent la sorcellerie depuis un bon moment déjà. Ils effectuent, dit-il, des voyages dans la sous-région ouest africaine, bien entendu, pour se renforcer, entre guillemets, et pour et mieux, entre guillemets, fidéliser la proie, dit à ta pointe tes appareils de paix. Samba Koulibaly qui nous dit quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre la cybercriminalité, sont-ils efficaces? Nous en parlons depuis le début de l'émission de ces moyens-là. Notamment, les autorités ivoiriennes ont adopté, il faut le rappeler, le 14 mai 2013, une loi condamnant la cybercriminalité
qui condamne donc les cybercriminels plutôt à une peine d'emprisonnement de 1 à 20 ans avec une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA. Voilà une réponse judiciaire notamment. Est-ce que cette réponse judiciaire est de nature à décourager les vocations de brouteurs? Ça, c'est une autre question. On va, avant de revenir à vous, Magloire Danet, et à vous, Philippe Couon, qui semblait bien connaître ce sujet, on va écouter rapidement deux auditeurs encore à qui je demande d'être bref, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer un maximum de paroles dans cette émission. Monsieur Collet, bonsoir. Oui, bonsoir, bon frère. Vous écoutez. Salut Couon, c'est mon jeune frère. Oui. J'ai été victime dans ces derniers temps-là, ça fait une semaine où j'ai été victime. Par rapport, on présente des jeunes filles sur le net qui te proposent des milliards pour dire qu'on va rentrer en Afrique. Elle t'emmène à faire l'amour avec elle sur l'internet, sur le Skype. Ça vous est arrivé ça, vous? Oui, elle me l'a fait, oui. Vous avez... l'a fait. Ah, vous l'avez fait. La femme, a une semaine, elle courait derrière moi pour dire que, écoute, je suis marié. Non, c'est pas grave, je suis à Nice. À Lille, on va se voir, on va vivre, et puis on va investir en Côte d'Ivoire ensemble. Donc, son père est décédé, elle est milliardaire. Alors, elle a besoin d'un Africain pour investir avec lui en Afrique. Alors, elle veut d'abord le connaître sur le Skype. Tu te mets nuit, elle se met nuit, vous voyez. C'est qu'on appelle, vous êtes enregistré. Oui. Et c'est quand vous finissez, on vous appelle que vous êtes enregistré. Et on vous encaisse maintenant de l'argent. Oui. Et j'étais victime dans ces derniers temps-là. C'est un groupe très organisé. Oui. Il y en a qui sont au Bénin, il y en a qui sont au Togo, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Bourkina, il y en a qui sont au Sénégal. Je pense donc qu'il doit y avoir encore une autre équipe à Paris. Oui, oui. Alors, moi, j'ai essayé d'appeler, le jeune, il a échangé avec moi. Finalement, il m'a donné son numéro, il m'a donné son adresse, et il m'a dit, tonton, vraiment, je ne vais pas te faire du mal, mais c'est à cause de la pauvreté, j'ai tous mes diplômes, mais je n'ai pas de revenus, si tu peux m'aider. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je l'ai emmené 50 000 francs CFA. Et il a échangé avec moi, j'ai dit, bon, moi, je me bats pour la pauvreté sur le continent africain. Oui. Tu es un jeune, je vais t'aider, emmène-moi un projet. Moi, je vais l'aider, ce jeune homme-là. Donc, emmène-moi un projet. Il est en train de rédiger un projet pour m'emmener. Et il me parle de 300 000 francs. Moi, je vais l'aider. Tout juste pour l'aider, pour qu'il soit à l'aise sur le continent africain. D'accord. Donc, pour moi, aujourd'hui, le continent africain est un continent à un haut risque. On a plein de jeunes en Côte d'Ivoire, il y a 5 millions de jeunes diplômés qui n'ont pas de revenus. Or, ça les pousse à se mettre dans une situation. On vote des lois pour détruire l'avenir de ces jeunes. Monsieur Collet, alors, il faut les aider, il faut les tendre la main. Monsieur Collet, moi, j'ai été victime, mais je n'ai pas condamné ce jeune homme-là. Vous avez été victime, bien sûr. Pour le mettre dans les conditions qu'il faut. On comprend bien. Merci beaucoup, Monsieur Collet, pour ce témoignage. Merci infiniment. Alors, je rappelle, à titre d'information, que dans le monde, ce sont 556 millions de personnes qui sont victimes, des personnes répertoriées. Évidemment, il y a celles qui ne parlent pas, évidemment, qui ne portent jamais plainte. Et chaque année, donc, 556 millions de personnes victimes de la cybercriminalité. Et alors, c'est vrai que je pose la question à Magloire Danet avant de revenir à vous, mon cher Philippe Couon. C'est vrai que face au ravage de la cybercriminalité, on s'étonne quand même du fait que les autorités publiques, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, ne prennent pas davantage des mesures de prévention, notamment par des campagnes de sensibilisation. Vous nous dites que voilà, en Côte d'Ivoire, ça a commencé, mais c'est vrai que ça semble plutôt timide. Est-ce que vous croyez que dans la plupart des pays, on continue de considérer ce phénomène comme quelque chose de marginal, voire passager? Oui, vous savez, dans certains pays comme la France, où vous n'aurez même pas des gens faire des messages de sensibilisation de ce genre, parce que, en fait, la population est vraiment, c'est une vie qui est tellement, la vie est tellement bien réglementée là-bas que, bon, ces choses-là, il faut venir de, ceux qui arrivent à croire à ces choses-là, bon, ils ont leur, parce que comme on peut vous dire que j'ai de l'argent ici, allons chercher, et puis du coup, partir. Donc, il y a un problème, en fait. Il faut bien comprendre, c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est un phénomène nouveau. C'est pour ça que chez nous, il y a encore beaucoup de dérives, beaucoup de forfaits, en fait. Il faut qu'on aille très vite. Il faut qu'on aille très vite, Magloire Danet, parce qu'il nous reste à peine 5 minutes d'émission. Ok, ça va. Donc, je disais que c'est la sensibilisation ici en Côte d'Ivoire, elle a bien commencé, surtout nous en tant que
organisations privées. Nous avons bien commencé et nous ne voulons pas diffuser non plus des messages qui vont faire peur, qui vont mener les gens à ne plus vouloir travailler sur Internet. Donc, c'est les méthodes pédagogiques que nous sommes en train de rédiger. Et cette année, nous avons, avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, nous avons organisé un concours dans les meilleures écoles de Côte d'Ivoire dont le thème est sur développer une application de sécurisation dans le domaine de la monétique. C'est essentiellement la cybercriminalité qu'on veut combattre. Donc, beaucoup en train d'être fait. On est même allé plus loin puisque moi, je suis permanemment en contact avec le secrétaire général de l'UT qui s'appelle Amadou Touré, qui est venu tout récemment en Côte d'Ivoire, que je connais bien, qui est mon parrain. Nous sommes en train de travailler également sur comment étendre ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire sur la sous-région. Et il est prêt à nous aider. Donc, parce que c'est lui qui régule tout ce qui est télécommunication dans le monde entier. Il gère 193 pays et puis c'est une branche de l'ONU. Très bien. Donc, beaucoup en train d'être fait. Oui. Et je vous ai dit, c'est un phénomène nouveau. Donc, il faut vraiment avoir un bon modèle. C'est pas, c'est ça aussi. Bien sûr. C'est quand même une sécurité qu'il faut faire. Sécurité, c'est une sécurité. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, vous savez. En conclusion? Je demande aussi à la population. Conclusion, il faut demander à la population de faire très attention aux utilisateurs d'Internet, de faire attention parce que on peut pas devenir riche, parce que les promesses là, il faut vraiment l'accepter pour que tu puisses te faire avoir. Il faut que les gens ils prennent des mesures de vérification avant de faire toutes sortes de transactions ou avant de s'allier à quelqu'un ou avant de se mettre nu devant une caméra, une webcam. Il faut vraiment prendre toutes sortes de précautions, quoi. Je vous dis. Il faut que les précautions. C'est très important. C'est la sensibilisation, il faut le faire et puis il faut que les gens aussi aient un bon sens en fait. Il faut que évidemment le public qu'on soit individuellement vigilant. On l'a bien compris, Magloire Danet. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes ingénieur, président de la Fondation Génétique et président du comité d'organisation du concours national génétique Startup en Côte d'Ivoire. Vous êtes le fondateur d'Africa e-Police. Pour tout savoir sur ce que c'est qu'Africa e-Police, il faut peut-être aller sur Internet et se documenter. C'est tout à fait passionnant. Magloire Danet, merci beaucoup et bonne fin de journée à Abidjan. Merci beaucoup. Mais restez C'est moi qui vous remercie. Mais restez en ligne, vous allez écouter l'ultime commentaire dans cette émission de Philippe Couan. Quand j'écoute M. Magloire, il me parle de sensibiliser la population africaine. Il ne faut pas le relancer, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Non, mais rapidement, pour dire quoi? Moi, à mon avis, ceux qu'il faut sensibiliser, ce sont les Européens, les victimes en plus. Et j'aurais même appris que M. Magloire sera très bientôt à Paris pour animer une grande conférence. M. Magloire Danet sera à Paris. Moi, je pense que ce sont ces genres d'actions qu'il faut mener. Tout à fait. Voilà. Il faut qu'on parte. C'est bien de le signaler. Voilà. Il sera à Paris quand? Je crois qu'il sera autour de 12 à mars, je crois. Si il est encore à l'antenne, il peut, voilà. Autour du 12 mars. Oui, c'est le 12. Oui, voilà. je serai. Vous confirmez le 12? Le 12 mars oui, je confirme le 12. J'ai une conférence animée à Epita, la porte de l'Italie, le 12 avril. Le 12 avril, d'accord. Écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci infiniment. C'est la fin de l'émission, mon cher Philippe. Est-ce qu'on a le temps d'écouter Adolphe, non? Oui? Rapidement, très rapidement, parce que Tuné va être déçu. Adolphe, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je pense que je vais vite faire. S'il vous plaît. Je vous remercie. Je pense que la seule manière d'arrêter la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, je remercie monsieur votre invité. Magloire Danet. Magloire Dali. La seule manière, c'est de prendre des renseignements avec certains responsables aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont passés de mécaniciens d'entreprises, qui sont rentrés dans la politique, qui ont fait le football, qui ont fait le basket, aujourd'hui, qui sont partis de rien du tout pour devenir des grandes personnalités économiques en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont vraiment visibles, comme le beau-fils de l'ancien président, le beau-fils de monsieur Laurent Gbagbo, qui a présenté certains projets sur le cybercriminalité en Côte d'Ivoire, qui a essayé de convaincre certains jeunes à délaisser ce milieu. On comprend. Et la preuve maintenant aujourd'hui qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui ont réussi en quittant ce milieu grâce à ce monsieur bien exemplaire. On comprend bien, il faut la vigilance individuelle et une grande mobilisation évidemment de tous les acteurs concernés dans la société pour lutter contre ce phénomène, puisque tout le monde est potentiellement victime, évidemment, de ce phénomène. Merci infiniment. Merci à Magloire Danet à nouveau. Merci à vous, Philippe Couan, d'être venu. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann, réalisation Jérémy Djibiz Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. N'oubliez pas, à 19h, ça sera l'information, l'actualité africaine et internationale, préparée par nos partenaires de BBC Afrique. Le journal BBC Soir sera présenté par la LACI. À 19h30, la rediffusion du journal des auditeurs de Stéphanie Hartmann. Et à 20h, rendez-vous avec
La magnifique équipe du coach, oui, c'est ça, Lamine Badiane, tout fait, tout foot. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le grand débat.